Bonsoir à tous, c'est l'heure du débat sur le grand rendez-vous. Merci d'être avec nous. Son adoption et le contenu qu'il présente font beaucoup parler dans l'opinion. Certains y voient une réforme majeure, d'autres par contre l'accablent de critiques. Ils y voient une certaine précipitation autour d'un sujet important. En attendant que le test nouvellement voté ne soit validé et promulgué comme loi de la République, le cadre juridique de la chefferie traditionnelle, voté le 13 mars 2025 par le Parlement, est au cœur du débat de ce soir. Retour sur les grands axes, actions et réactions autour de l'acte qui tente de remettre de l'ordre dans la chefferie traditionnelle au Bénin, mais qui reste incompris. On vous fera revivre la quintessence des débats. Restez avec nous. Ce sont de nouvelles règles qui dictent les conditions et modalités d'exercice du rôle de gardien des us et coutumes en République du Bénin. Alors question, tentons vers la fin des confusions notées dans l'ordre de la chefferie traditionnelle. Tout porte à le croire si l'on se réfère à la réflexion de l'éditorialiste ce soir. Omar Salouf salue la réforme du gouvernement à l'origine de cette loi, quoiqu'il pense que le document est encore perfectible. Nos chroniqueurs en plateau se prononce dans une dizaine de minutes. Ensuite, parole aux initiés, défenseurs de la culture et de la tradition. En toute franchise, reçoit Da Djomamousso Novignon Bagidi. Il est chercheur, promoteur des valeurs culturelles et endogènes. Entre-temps, nous poserons des questions à un spécialiste de l'histoire dans l'œil de l'expert. Gédéon Roland Kiki est docteur en histoire contemporaine, spécialiste de la traite transatlantique et des mémoires. Sa lecture sous la nouvelle organisation est à suivre. Et puis, vers la fin, une autre intervention, celle d'un expert en gouvernance et en développement des politiques publiques. Nous verrons avec lui, avec Victor Roussou Adandé, depuis le Canada, si cette nouvelle donne entre dans l'agenda des politiques publiques. Bienvenue sur le grand rendez-vous. Pour commencer, eh bien, c'est la météo politique avec vous, Alberto Mardochegounou. Bonsoir. Bonsoir, Christian Adandé, amis téléspectateurs. Bonsoir. Ce soir, vous nous embarquez pour une incursion, je dirais une visite guidée au cœur de la première institution de la République, la présidence de la République. Elle incarne le pouvoir assuré par le président de la République. Alors que comprendre de ce groupe de mots, présidence de la République? Belle question, Christian Adandé. La présidence de la République est le symbole du pouvoir d'État. C'est l'incarnation même de l'exécutif. Là siège le président de la République qui est le chef de l'État, garant de la Constitution et de l'unité nationale. Il tient officiellement les rênes du pays et le représente sur la scène internationale. Vous venez de parler du président de la République, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Eh bien, quels sont ses pouvoirs? Exactement, c'est la Constitution qui attribue des pouvoirs propres au président de la République. Ils sont répartis à travers les articles 54 et 55 et suivants de la Constitution de notre pays. Entre autres pouvoirs, on peut citer en premier point le pouvoir exécutif. Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation, exerce le pouvoir réglementaire, dispose de l'administration et de la force armée et est responsable de la défense nationale. En point 2, le président de la République préside le Conseil des ministres. En point 3, le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. En point 4, le président assure l'exécution des lois et garantit 7 des décisions de justice. À ce titre, il dispose du droit de grâce, une prérogative qui lui permet de réduire ou annuler les peines judiciaires. En 5e point, le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envois extraordinaires auprès des puissances étrangères. Dans le même temps,
il a les prérogatives de recevoir des ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères qui sont accréditées dans notre pays. En point 6, pour finir, le président de la République est le chef suprême des armées. Il est responsable de la sécurité nationale. Rappelons que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Alors, est-ce que tout ce que vous venez de citer fait de lui, fait du président de la République un dirigeant au pouvoir illimité? Pas du tout. Rassurez-vous, car si ces pouvoirs sont étendus, ils sont aussi très encadrés. D'abord par les autres institutions de la République, notamment la Cour constitutionnelle qui veille au respect de la Constitution et peut censurer certaines décisions présidentielles. L'Assemblée nationale qui vote des lois et contrôle en même temps l'action du gouvernement. Ensuite, le président de la République est limité par la durée de son mandat. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Au Bénin, en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Enfin, il est aussi encadré par la notion de la responsabilité. En cas de faute grave, il peut être jugé par la Haute Cour de justice. En définitive, pour conclure sur cette question, Christian Daridjan, le président de la République au Bénin, bien qu'ayant un pouvoir qu'on peut qualifier d'immense, est encadré. Un équilibre subtil qui, s'il est respecté, garantit la stabilité de notre démocratie. Merci pour ces précisions. On va maintenant passer à l'acte 2, à ce qui a fait l'actu ces derniers jours. D'accord. On commence par les responsables du parti, les démocrates qui étaient en conférence de presse, qui accusent le pouvoir de restreindre sa liberté d'expression. Ils dénoncent l'interdiction de ces réunions politiques dans plusieurs villes du pays en évoquant le non-respect des règles en vigueur. En réaction, les démocrates ont engagé des poursuites contre des fonctionnaires de police et des élus locaux impliqués. Les anciens présidents d'institutions veulent également mettre leur expérience au service du pays. Ils projettent la création d'un cadre de concertation. L'initiative est portée par les anciens présidents de la République, Nicéphore Soglou, Boni Yahi et Adrien Roumbedi, anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ils définissent cela comme un espace d'échange qui vise à renforcer les liens des anciens présidents d'institutions pour servir de creuset d'appui conseil au président en exercice. Les contacts se multiplient. La première rencontre officielle des membres de cet organe informel se fait annoncer. Affaire complot contre la sûreté de l'État, les présidents des institutions de la République se prononcent. C'est au travers d'un communiqué en date du 25 mars 2025 que les présidents des institutions de la République ont réagi à l'affaire complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics, exprimant leur profonde indignation et leur grande consternation. Ils dénoncent et condamnent fermement le projet funeste qui visait à remettre en cause l'ordre constitutionnel tout en réaffirmant leurs engagements dans le respect des prérogatives républicaines. À présent, vous avez la température. C'est quoi la météo politique? Le parti Les démocrates crie à l'intimidation après une intrusion à son siège à Dassa Zouma. Simple incompréhension administrative ou véritable stratégie de déstabilisation. Ici, la pression atmosphérique reste encore très élevée. Un cadre de concertation des anciens présidents d'institutions en gestation. L'objectif est de constituer un creuset d'appui conseil au président en exercice. Quels sont les préalables? Le projet sera-t-il facile à mettre en œuvre? Quel sera son véritable impact? Le ciel à ce niveau est encore loin de se débarrasser de ces nuages. Les présidents d'institutions sur l'affaire tentative complot contre la sûreté de l'État ont exprimé leur profonde indignation. Dans un communiqué, ils se sont engagés à continuer d'œuvrer aux côtés du chef de l'État pour un Bénin toujours plus uni, prospère, fort et respecté. L'océan, à ce niveau, au loin, semble désormais totalement dégagé de la brume qui lui donnait une apparence opaque et floue. En conclusion, Christian Daridjan, cette semaine, les vents sont capricieux et les nuages s'amoncellent entre tractations secrètes, repositionnement et tempêtes judiciaires. Le climat politique reste imprévisible.
prévisible. Et voilà, c'était la météo politique avec vous, Alberto Mardoché-Gounou. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre ce grand rendez-vous avec le débat ou les débats qui vont s'ouvrir dans un instant avec nos chroniqueurs que nous allons installer dans notre rubrique où nous leur donnons la parole pour se prononcer. Il s'agit d'un point de vue. Les points de vue sur le grand rendez-vous à partir de cet instant. Le plateau est très bien installé. Laurent Roland Toniquès, bonsoir. Christian Dalidjan, bonsoir. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. Marc-Yones Goudianou, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. C'est un plaisir de vous revoir. Un plaisir partagé, je dirais. N'est-ce pas? Bonsoir à vous, Boga Koukapi. Bonsoir, cher ami Christian. Bonsoir à tous les téléspectateurs du grand rendez-vous de Canal 3 Bénin. Merci d'être au rendez-vous du grand rendez-vous. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. C'est avec vous que nous allons démarrer d'abord votre opinion sur le sujet en débat ce jour. Dites-nous quelle était la situation dans notre pays quand on parle de chefferie traditionnelle. Oui Christian, avant la pénétration occidentale, les sociétés étendues sur le territoire de l'actuelle République du Bénin étaient bien structurées selon la région et selon le type d'organisation sociale. C'est d'ailleurs cette organisation qui a permis au peuple d'alors de s'unir et de résister pendant longtemps face à l'envahisseur colonial. Après la colonisation, les indépendances et avec le renouveau démocratique, les choses ont évolué. Dans la quête des honneurs et souvent dans une visée politique, les royaumes et chefferies ont poussé comme des champions partout sur l'étendue du territoire national. Le rôle social de médiateur et de conciliateur dévolu à ces catégories de citoyens est détourné. Les titres sont galvaudés et une confusion totale s'est installée. On ne pouvait savoir avec précision qui est réellement roi ou qui est chef coutumier. Ils sont tous appelés rois, même le plus petit village du Bénin avait son roi. Et quelqu'un qui dira qu'on avait des rois, nous avons des rois telets et bien d'autres. Allez, au vu de ce tableau que vous venez de nous présenter, il fallait donc réformer. Que dit alors la nouvelle loi adoptée il y a quelques jours par l'Assemblée nationale? Il s'agit de la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Selon le rapport de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, le projet de loi initié par le gouvernement vise à définir un cadre juridique pour le pouvoir des autorités de la chefferie traditionnelle, conférer une reconnaissance légale aux chefferies traditionnelles existant sur le territoire béninois, fixant les règles garantissant leur organisation et leur rôle dans le développement socio-économique du pays, reconnaître leur contribution à la cohésion sociale et à la préservation des identités culturelles. La réforme prend également en compte les spécificités des chefferies coutumières de type clanique, notamment dans les régions de l'Atakora Ouest et de la Donga. En ces articles 5, 6 et 7, la loi fait une catégorisation des chefferies traditionnelles au Bénin. On a donc des chefferies centralisées appelées royaumes où l'autorité traditionnelle est assurée par le roi. Les chefferies supérieures où l'autorité traditionnelle est assurée par le chef supérieur et les chefferies coutumières où l'autorité traditionnelle est assurée par un chef coutumier. Une précision importante, toute personne qui représente l'autorité traditionnelle au sein des formes d'organisation sociale non répertoriées dans les articles 5, 6 et 7 précédemment cités est dénommé chef communautaire. En somme, nous avons au Bénin désormais 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières auxquelles l'État peut accorder une allocation selon les conditions et modalités fixées
par voie réglementaire. Il n'y a donc plus de confusion des titres. Il n'y a donc plus de confusion des titres. Alors pourquoi note-t-on une polémique au lendemain du vote de cette loi par l'Assemblée nationale, alors même que le chef de l'État ne l'a pas encore promulguée? Je dirais que ce n'est pas surprenant, étant entendu que toute réforme bouscule les habitudes, fait des heureux et des malheureux. Mais au-delà de ces petites considérations, il faut y voir la sauvegarde de l'unité nationale à travers justement la sauvegarde des valeurs qui sont propres à l'histoire et intrinsèquement liées aux communautés. Des frustrations peuvent naître et remettre en cause la cohésion sociale aussi bien à l'échelle communautaire que dans les sphères les plus élevées de la République. Toute loi étant perfectible, il serait donc opportun pour le législateur de prendre en compte les critiques afin de procéder à une relecture s'il le faut. De toutes les façons, l'initiative est salutaire, la réforme est la bienvenue. Vouloir contenter tout le monde nous replongerait dans l'imbroglio du passé, mais un large consensus est bien possible. Voilà, on va recueillir les avis. Merci à vous, Omar Salouf. En tout début, cher monsieur, Omar a dressé un tableau dans lequel il relève que la chefferie traditionnelle chez nous est détournée de l'ordre préétabli avant l'arrivée du colonisateur, et les chefs de culte dans toutes les contrées du pays. On a connu un certain nombre de faits qui ont amené alors le gouvernement à prendre l'initiative de cette loi. Est-ce que vous avez la même perception que le chroniqueur en repartant un peu sur l'histoire de la chefferie traditionnelle chez nous au Bénin? Le débat est ouvert. Je commence par vous, vous qui êtes historien. Merci beaucoup, Christian. Merci aux chroniqueurs pour avoir quand même mis l'accent sur un certain nombre de choses très importantes. Nous partons donc dans la société traditionnelle, je dirais précoloniale, c'est-à-dire avant la colonisation, une société suffisamment structurée, organisée, hiérarchisée, où il y avait même tout ce qu'on pouvait avoir comme organisation au niveau de chaque secteur. C'est pour dire quoi? Autour d'un royaume, par exemple, il y avait un répondant des affaires étrangères, il y avait quelqu'un qui s'occupait de la justice, il y avait celui-là qui s'occupait de l'économie du royaume, il y avait des gens qui étaient dans les règlements sociaux. Donc, il y avait un organigramme, il y avait toute une organisation, comme cela a été le cas de l'Éthiopie, transférée après en Égypte, avec une certaine organisation où le roi ou le souverain est en haut avec ses ministres. On a après les travailleurs, ceux-là qui répondent également au niveau du royaume. Mais on a constaté également que le peuplement, d'accord, de notre actuelle République du Bénin, autrefois Dahomey, le peuplement du Bénin a été d'abord le socle de son histoire. Donc l'historicité ou l'historiographie béninoise nous a contraint de comprendre que le peuplement du sud du Bénin a été fait d'une autre manière et le peuplement du nord de notre pays a été fait d'une autre manière. Donc du coup, on a constaté sur le même territoire que nous ne sommes pas forcément les mêmes peuples, les mêmes ethnies, nous ne sommes pas les mêmes groupes socio-culturels, et puis nous nous retrouvons de part et d'autre par rapport aux situations géographiques en constituant des entités fortes pour être dans une organisation. Et il faut rappeler également que dans un royaume, il y avait l'aspect spirituel, l'aspect purement ancré dans les religions également endogènes, donc c'est-à-dire quoi? Au niveau d'une organisation traditionnelle royale, on avait déjà le roi, et dans ce même royaume, on a un chef, d'accord, qui s'occupait du volet religieux. On avait un responsable qui s'occupait d'autres aspects de la chose. Donc du coup, il y avait des entités qui ne pouvaient jamais donner, ou on ne peut jamais voir venir un roi d'une famille, par exemple. On ne peut jamais avoir des lignées. Exactement. Donc il y avait des lignées qui produisaient les rois, des princes, des lignées qui produisaient les chefs responsables de la tradition, garant de tout ce qui est religieux. Mais après, on a constaté que les gens partaient
dans tous les sens, parce qu'il y a des questions de succession de trône. Une personne arrivée ne voudrait plus que telle famille s'occupe de sa vie religieuse, essaie d'adapter sa vie personnelle, parce que c'est aussi une question de vie et de mort. Donc du coup, ce dernier peut quitter et aller s'installer. Donc l'expansion, d'accord, de la question de royauté sur notre territoire avait ses raisons d'être. Mais maintenant, lorsque nous venons à partir de la période coloniale, j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut faire la part des choses. À partir de 1894, avec l'avènement de la colonisation, on ne peut plus avoir deux royaumes. Donc, c'est-à-dire quoi? Un royaume ne peut plus naître après 1894. Si nous fouillons et qu'on voit qu'un royaume est né après la pénétration coloniale, où le colon est venu tout mettre en berne, saccager tout ce que nous avons eu, ne voudrait plus avoir l'organisation traditionnelle, sociale et identique à notre communauté, mais a voulu installer une autre forme d'administration coloniale avec les districts, avec les cantons, avec les sous-préfectures, etc. Mais ce qu'il faut faire comprendre ici, c'est que ceux qui voulaient collaborer en tant qu'entité royale avec l'administration coloniale pouvaient être désignés par le même colon pour aller le représenter dans une autre communauté pour continuer à être ses yeux et ses oreilles. Donc la personne s'installe, par exemple, on nomme un fonds ou, excusez-moi le terme, on nomme un fonds, un bariba ou un wassangari dans une zone qui n'est pas de prédilection sa zone. Et le roi, parce qu'il veut collaborer avec le colon, on le nomme en pays Adja en tant que chef de canton. Et lui, et puisqu'il avait dans son sang cette organisation, cette forme de chefferie, il s'installe, il organise les autres. Voilà, et ce qui a été le cas, quand vous prenez par exemple le prince Oudoudoua, quand ils ont quitté le royaume, d'accord, le Nigeria, transité pour arriver vers l'Est, dans le premier parcours, d'accord, le frère qui s'est arrêté à Kétou a fondé son royaume. Le Togbéaï est allé plus loin à Tado. Arrivé sur l'espace, il y avait déjà les Anou, qui étaient des forgerons, n'étaient pas organisés. Mais comme lui, il est à la tête du territoire, il a organisé ceux qui étaient sur place et il s'est repositionné. Alors, je ne vous arrête pas, on va donner la parole. Oui, tout ce que notre cher docteur historien Boga Koupaki vient de retracer dénote en réalité de l'aisance et de la matrice, d'accord, de notre royauté et de notre Dahomey qui vivait autrefois avant la période coloniale. Et aujourd'hui, avec toutes les insuffisances qu'il a pu relayer tout à l'heure, tous les problèmes qui ont gangréné la période post-coloniale, par exemple, ont montré en réalité qu'il y avait un véritable problème qu'il fallait régler au niveau de la question de la royauté au niveau du Bénin. Parce que vous constatez avec moi que avant l'arrivée des colons, tout ce qui avait été installé, c'est-à-dire les royautés existaient déjà et on savait qui présidait ces royautés, et qu'après la période coloniale, qu'on puisse encore avoir d'autres royaumes qui naissent encore, ça pose problème, d'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a certains qui ont commencé par dépasser les prérogatives et pouvoir s'installer, et c'est là où on a commencé par voir l'anarchie au niveau des royautés aujourd'hui. Et il faille quand même qu'à un moment donné, que le désordre s'arrête, et le chef de l'État a pesé l'ampleur du problème, et le problème a été mûri plusieurs fois. Sûrement que ça, c'était des questions qui étaient étudiées depuis fort longtemps. Il fallait trouver la bonne issue, la bonne résolution, les dispositions juridiques qui puissent quand même permettre de pouvoir encadrer cet état de choses. C'est ce qui est fait actuellement. Bien qu'aujourd'hui, on puisse remarquer qu'il y a des insuffisances. Il n'y a pas ce dispositif ou cette réforme qu'on mettra en œuvre aujourd'hui qui ne va pas souffrir de contestation ou bien de diverses opinions qui vont être interprétées d'une façon ou d'une autre. La vraie question est de savoir, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on puisse mettre en place un cadre juridique qui puisse encadrer la royauté au Bénin? Oui, c'est nécessaire. Bon. Surtout qu'au dernier moment, dans les dernières réformes au niveau du chef de l'État, vous avez vu comment les Vodun Days ont été célébrés et applaudis de par le monde. Alors que l'essence même de notre culture, c'est le vaudou. Nous ne l'oublions pas, même en passant par la chefferie traditionnelle, en passant par les royautés, c'est le vaudou. Et si on n'arrivait pas à structurer, d'accord,
la manière de pouvoir gérer ces genres de cas, ces royaumes et autres, ce serait difficile pour nous de pouvoir dire aujourd'hui qu'on est fier de cette célébrité-là qu'est le vaudou Dey sans pouvoir mettre une base, c'est-à-dire une fondation assez profonde pour pouvoir quand même mettre les choses en place. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il faut mettre ces choses-là en place, quitte à ce que, au fur et à mesure, on va arriver à régler les imperfections, les incompréhensions qu'il y a autour, afin de pouvoir mieux faire, et même le faire même après 2026, parce que c'est une continuité, l'État. Et donc, toute cette loi qui n'a pas encore été promulguée aujourd'hui, ça permet également de pouvoir faire une relecture, de pouvoir repenser, de pouvoir peut-être aller à la source. Lorsque Boga Koukaki parlait de l'aspect spirituel, je pense que c'est un aspect très important en ce qui concerne les royautés, et qu'il faudra également aller faire des consultations, tout qu'on le fait pour le TOFA également. Il va falloir faire des consultations pour voir est-ce que le mécanisme qu'on est en train d'emprunter afin de pouvoir arriver à bon port en ce qui concerne les royautés, est-ce que les mânes de nos ancêtres arrivent à donner leur bénédiction quant à ce qu'il faut choisir, telle royauté de telle façon ou bien de telle autre. On vous écoute. Première intervention. Oui. Tony Nkez, Ouasouri. Non, bon, j'ai du plaisir à les suivre. Quand on parle du royaume, il faut que ce soit créé par quelqu'un. Et ça part de quelqu'un qui a créé, qui fonde un royaume et qui peut-être est venu conquérir un territoire. Donc je crois que l'exemple donné par Dr Boga Koukaki tout à l'heure, par le Togbe par rapport à Tado, oui, il est venu de quelque part, mais à un moment donné, il a conquis un territoire, il a réussi à installer sa royauté à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait l'état des lieux de la royauté au Bénin, il y a un problème assez sérieux. Vous voyez, nous avons une histoire. Et quand vous parlez de la royauté au Bénin méridional, au Bénin septentrional, vous savez d'où sont partis les peuples. Et d'où sont partis les fondateurs de différents royaumes. Et il y a eu des royaumes secondaires, malheureusement, excusez que j'utilise ce thème, qui en fait à un moment donné se sont autoproclamés royaumes au-dessus des autres royaumes qui devraient exister. Et quand vous regardez la situation dans toutes les régions du Bénin, vous avez pratiquement deux royaumes. C'est-à-dire dans les royaumes même authentiques reconnus par les politiques aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a 2-3 royaumes. Je prends le cas d'Alada chez moi. Il y a un roi qui existait. Après, l'autre a dit non, que les peuples d'Alada étaient de telle ethnie et que par conséquent, c'est eux qui sont les rois. Et vous allez à Bomekalavi, vous allez voir la même chose. Vous allez dans Bomekalavi, chaque arrondissement a son roi. Justement. Chez moi, à Alada, chaque arrondissement a son roi. Et malheureusement, on constate que le titre, le roi les chefs de collectivité, quand vous allez à Alada Centre, un chef de collectivité a mis en place un système comme si sa maison est devenue un royaume. Avec les bas-reliefs au Carrefour. Ça vous accueille au Carrefour là automatiquement quand vous allez à Alada. Vous avez l'impression que c'est le palais royal qui était déjà là en même temps. Des gens ont fini leur travail peut-être à la fonction depuis 30 ans et après par consultation du phare, on dit qu'ils doivent être chefs de famille et puis bizarrement vous les voyez sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que les chefs de famille, en tout cas, ils montent en grade. Oui, non, mais ils montent en grade, mais ils essaient d'acheter 2 parcelles comme ça coûte moins cher là-bas. Ils clôturent, ils mettent les bas-reliefs automatiquement. Ils s'autoproclament roi de cette localité. Je peux citer un exemple à Alada, je ne citerai pas son nom. Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, il fallait vraiment faire le ménage. Le ménage en ce sens qu'aujourd'hui, quand on parle de royauté, quand on parle de chefferie traditionnelle, c'est un foutou. Tout le monde veut s'autoproclamer chef traditionnel, chef. Quand je prends par exemple le vaudou, Marc fait bien de préciser les vaudous des. Quand vous regardez aujourd'hui les vaudous d'aujourd'hui, tel que c'est organisé, quand vous regardez un peu, il faut quand même réorganiser ce secteur-là. Parce qu'après, depuis des années, on dit oui, le chef suprême du vaudou, c'est qui? On dit c'était à Ouida, on dit que c'était à Sahoué, du tout. Et puis après, finalement, il y a une guéguerre. Et puis après, quelque part, à Alada, quelqu'un dit non, le vaudou a été fondé à Alada parce que Alada est le berceau du vaudou au Bénin méridional. Donc du coup, en fait, il fallait quand même situer. Donc il fallait situer, je pense qu'aujourd'hui, quand on aspire à la modernisation de son pays à un moment donné, il faut régler ces problèmes-là, de sorte que demain, parce que dans la gouvernance publique quand même, on a besoin aussi, puisque même si le colon a mené sur une nouvelle gestion de la cité, en même
tant nous avons une culture et nous devons toujours continuer à nous greffer à cette culture-là. Je pense, oui, nous sommes en plein de la modernisation, mais on n'oublie quand même pas d'où nous venons. Et il faut quand même améliorer ça. Organiser. Organiser parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans toutes les rues, même à Cotonou, il y a des gens qui s'autoproclament roi. Justement. Qui en a parlé à Cotonou? On a tout fait. Et qui à hauteur de ses coins enlèvent leur chapeau et leur couronnement avant de rentrer dans la bombe. On a tout fait de jeter la pierre, de condamner le colon qui est venu désorganiser un peu tout ce qui avait été établi chez nous avant son arrivée. Mais c'est vrai que ça a perduré dans le temps. Oui. Il n'y a que au niveau des royaumes, au niveau des contrées, des localités, on a su garder la tradition, on a su garder nos cultes, les manières de faire les choses. Mais cette organisation traditionnelle, culturelle comme culturelle, n'a pas, avec le temps, réussi à discipliner tout ce que nous avons vécu jusque-là, jusqu'aujourd'hui, pour qu'on en arrive à la prise d'une loi. Est-ce que vous pensez que l'organisation traditionnelle mise en place n'a pas réussi à s'imposer et à discipliner? C'est quand quelqu'un se lève dans une contrée et déclare que moi je suis le roi de cette communauté, qu'on le décourage tout de suite et qu'il faille aller forcément à la prise d'une loi? D'abord, je suis content que tout le monde soit au même pied d'égalité par rapport à l'urgence, à l'opportunité de cette réforme. On est tous d'accord qu'il fallait réformer, il fallait sortir, il fallait remettre les choses à l'endroit. Alors, je crois qu'avec l'avènement des indépendances et puis ensuite de la démocratie, ça a favorisé des choses qu'on n'aurait pas voulu. C'est à savoir que la démocratie, ça dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant que ça ne piétine pas sur celui qui est à côté. Et donc, cette essence démocratique a favorisé que nous sommes tous ici, que je me détache, que je dise que je suis roi de la parcelle que j'ai pu créer ou bien j'ai pu acquise par exemple. Quand Laurent parlait de quelqu'un qui peut-être a fini ses 30 ans de fonction politique, il retourne au pays, au village, il achète sa parcelle, il clôture, c'est selon son bon vouloir. Qu'il mette les enseignes royales et tout, bon, c'est sa clôture. On ne va pas lui en vouloir pour ça. Oui. Le problème qui se pose en fait, c'est que on va au-delà de ses prérogatives. On n'est pas roi, mais on s'auto-proclame roi. On est chef collectivité, mais on se dit qu'on est roi. Ce qui est heureux dans la loi, c'est que c'est la clarification apportée à chaque catégorie de chef. Quand tu es chef coutumier, on sait que tes prérogatives s'élargissent, c'est encadré. Oui. Quand tu es roi, on sait. Maintenant, quand j'observe un peu tous les remous qu'il y a autour de la loi, je me dis que je suis en même temps satisfait. Je suis satisfait du fait que c'est un problème crucial à régler. Et que toutes les interventions, tous les remous qu'on a constatés, ça veut dire que le mal ou le bien est profond. Et qu'il fallait qu'on s'entende. Maintenant, si les gens sont restés dans une commission et qu'après le rendu du projet, on commence par se plaindre encore. Si les gens sont restés à l'Assemblée nationale et que après le vote de la loi, on commence par se plaindre, c'est là que je trouve qu'il faut se resserrer encore plus, qu'il faut s'écouter en fait. Celui qui dit par exemple qu'il faut qu'il y ait un empire quelque part, il parle sur quelque chose. Que Niki par exemple doit être un empire, au-delà d'être un royaume, doit être un empire. Je ne sais pas sur quoi il se base. Oui. Celui dont on n'a pas cité le nom de la communauté ou de la contrée dans les royaumes, qui se plaint. Comme les Haoussa, par exemple. Les Haoussa, par exemple, qui n'ont pas eu leur territoire ou leur nom dans cette nouvelle loi, qui se plaint. Il faudra une oreille supérieure à tout ça pour faire le point, pour relancer le débat scientifique. Ceux qui sont concernés, historiens, géographes, et sociologues, et même philosophes, si vous voulez, qu'ils se réunissent pour sortir quelque chose. Non, moi, je voudrais quand même revenir. Il y a un certain nombre de questions qui fâchent et qui suscitent quand même beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire que
Il faut remarquer que l'histoire du Dahomey reposait essentiellement, d'accord, sur la transmission orale. Et après cette transmission orale, on a eu les missionnaires, les explorateurs, qui ont essayé d'écrire l'histoire du Dahomey. Et chacun a écrit l'histoire du Dahomey selon sa perception. Et en ne laissant pas parfois des traces de certaines choses qui existaient pour lesquelles ils sont contre. Parce que lorsque le missionnaire vient, par exemple, lui, il a été éduqué autrement, il a une autre vision du monde, et il vient voir une autre réalité ici. Et quand il veut écrire l'histoire du Dahomey, par exemple, il ne l'écrit pas de la même façon que peut-être... Il ne reste pas fidèle. Exactement, ne reste pas fidèle. Et donc, ça fait qu'à un moment donné, même au niveau des royautés, par exemple, il y a déjà, tel que Laurent l'a souligné, il y a déjà une guerre de leadership qui se pose d'abord, où dans certaines régions, par exemple, vous voyez... Tel veut déjà être roi et être le seul, l'autre le veut également. Et même pour la hiérarchie, nous avons vu des pour la hiérarchie au niveau même des royaumes, par exemple, exactement. Donc pour la hiérarchie même, on se demande, est-ce que c'est telle famille qui devait l'être ou bien est-ce que c'est telle famille? Parce que, tel que Boga l'a dit par exemple, c'est que normalement, il y a des familles, par exemple, qui sont prédisposées à occuper tel rang dans la société, dans la royauté. Il y a telle famille, par exemple, qui sont occupées à être forgerons. Il y a d'autres qui sont les migrants. Il y a d'autres qui sont, etc., ainsi de suite. Et donc, ceux-là, normalement, ne doivent pas se prévaloir du titre de roi. Oui. D'accord. Et donc, il y a cette politique-là qui a commencé par naître même depuis la nuit des temps, où parfois, par des intérêts égoïstes, certains ont voulu s'accaparer alors le titre. Ce qui a fait que la naissance des royaumes est devenue beaucoup plus pléthorique aujourd'hui, comme cela ne devait pas l'être. Et donc il faille quand même, déjà en écoutant les uns et les autres, en essayant de toiletter cette loi aujourd'hui, de pouvoir aller vers les vraies sources de l'information, aller recueillir les vrais avis pour pouvoir savoir en réalité, même à travers le dispositif qui a été mis en place pour pouvoir introniser les royaumes qui sont mis en place, pour pouvoir introniser les rois de ces royaumes actuellement par exemple, il faut aller fouiller pour voir est-ce que c'est en tout cas c'est le vrai dispositif qui est mis en place pour pouvoir le faire. Si ce n'est pas le vrai dispositif qui est fait, c'est-à-dire en dehors, on aura essayé de régler le problème à la surface, mais en dessous, le problème va demeurer toujours. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même organiser encore un autre cadre d'accord de discussion entre les acteurs pour pouvoir quand même essayer de voir à quel consensus on peut arriver pour éviter moins de problèmes à l'avenir. Parce que là, les remous, les réactions que nous avons, il y a même une délégation, il y a des délégations qui se sont rendues au Parlement, sont allées rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour poser un certain nombre de problèmes, relever des imperfections au niveau de cette loi. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Aujourd'hui, il faut quand même écouter les acteurs de la chefferie traditionnelle, il faut les écouter. Il faut peut-être écouter les gardiens du temple pour avoir la vraie histoire de certaines localités. Parce qu'au-delà de tout ce que nous disons ici, écoutez, ils vont s'attaquer. Je sais très bien, moi, j'ai parcouru quand même des communes du Bénin où je sais très bien que mystiquement, les gens se sont attaqués. On sait très bien comment ça se passe. Comment se fait-il que c'est lui qui est reconnu? Quand je prends une région, je ne vais pas citer même d'ailleurs parce que ça risque de créer des ennuis dans cette localité, mais je prends une région du Bénin à tout hasard, je ne donnerai pas le nom, où j'ai constaté qu'il y avait 2 rois. Et les 2 rois, malheureusement, pour nous, étaient toujours authentiques parce qu'il y avait pratiquement 2 communes. Mais c'est une région qui parle le même Henri en réalité. Mais il se fait qu'aujourd'hui, on a reconnu un et l'autre n'est pas reconnu. Ce qui fait que déjà, alors qu'il y avait eu déjà une guerre entre les deux. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, quelle serait l'implication si par exemple on n'arrivait pas peut-être à revoir cette loi-là? C'est vrai qu'on ne fera pas cadeau aux gens, c'est vrai qu'on ne va pas regarder les beaux yeux de quelqu'un, on tiendra compte de l'histoire, mais je pense que véritablement, il faut quand même trouver la formule pour calmer les uns les autres dans une certaine mesure, pour ne pas aller avec la force, pour dire non, parce qu'au-delà de tout, le politique prendra sa décision, la loi sera promulguée, mais après, les séquelles, ça va être dans nos communautés. Oui. Et dans nos communautés, quand il y a les séquelles, qu'est-ce qu'on commence à faire? Et la question que j'allais vous poser, la mise en œuvre. Oui. Dans la mise en œuvre, il faut vraiment prendre des mesures pour éviter le pire. Je voudrais qu'on prenne les dossiers plus au sérieux. Parce que... De quel dossier parlez-vous? Le dossier de chefferie. D'accord. On parle par rapport à la question de reconnaissance ou non. Il n'y a pas que quelqu'un s'est levé pour créer ou qui va créer une chefferie et mettre dans la loi. Non. L'histoire, on peut la manipuler pour un temps,
on peut la tordre le cou pour un moment, on peut chercher de réécrire autre chose, mais elle est tellement têtue qu'elle surgira toujours et réapparaîtra. Nous sommes dans un contexte aussi sensible, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'un travail aussi important, d'accord, que nous reconnaissons tous qu'un effort a été fait, ne peut pas ne pas prendre en compte toute l'historiographie et l'historicité et les travaux scientifiques qui ont été déjà effectués. Lorsque j'accepte... Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas le temps qu'il faut pour faire le travail, les personnes ou les personnalités qu'il faut associer au travail, qu'on n'a pas allé je vais arriver à ce niveau-là. Le législateur ou le président de la République qui essaie de constituer des experts pour faire le travail, c'est à ceux à qui il doit confier son travail. Le plus important pour nous, c'est d'avoir un résultat important et limpide. Ce même gouvernement, d'accord, en 2021, d'accord, bien avant ça, a commandité une étude spécifique au département d'histoire et d'archéologie, d'accord. Le travail a été fait et rendu avec une connaissance d'espace et des aires culturelles que nous avons déposé, et c'est même au niveau de la Bibliothèque nationale. Je pense que ce document traçait déjà tout ce qu'on devait quand même comprendre. Lorsque je ne suis pas d'une ère culturelle, mais je me dois, d'accord, de rappeler que quand nous prenons les aires d'Indi, par exemple, où Karim Maman et Guéné étaient dans la reconnaissance de l'espace traditionnel, et quand nous prenons également dans l'Atlantique le royaume Ouéda, le plus documenté au Bénin, parce que c'est le premier royaume pratiquement à rentrer dans la traite. Et ce sont les Portugais qui ont transformé Ouéda en Ouida. Oui. D'accord? Qu'on reconnaît tous aujourd'hui que c'est le royaume le plus documenté, c'est le royaume connu par son espace, par son, sa vie culturelle et spirituelle, d'accord, qu'on a connu jusqu'à un moment donné, avant même l'avènement de la colonisation. Et nous savons tous que, au même titre que le royaume d'Alada, le royaume de Kétou, le royaume de Dassa, de Savè, le royaume de Ouéda a été menacé, saccagé, d'accord, par le royaume de Dahomey lorsque Agadia rentrait dans la traite. Tout ça, on est d'accord. Mais est-ce parce qu'à un moment donné, quelqu'un est fort, il veut élargir son territoire, que les autres entités socioculturelles n'existent plus, ne doivent plus continuer à exister, les a effacés? Nous avons réintégré tous ces éléments-là. Et puis, tous ces royaumes ont été réintégrés. La preuve, mon ami le disait tout à l'heure, lorsque nous sommes à quelques marches, d'accord, à Dansa ou de Alada à Boumé, quelques marches, d'accord, est-ce qu'il peut y avoir en matière de territoire, royaume à Alada, royaume à Boumé? Non, c'est une question. Non, c'est une question. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, on reconnaît que tout le monde sait qu'à Djaouta, lorsque les frères sous le roi Djafoufou-Lili ont pris la route pour revenir dans ce que nous appelons le reflux, ceux qui sont partis, le troisième successeur du roi Tobéani est revenu par ici, Kougui s'est arrêté à Plakoué, Zoué allait dans Djaromé, et quand nous sommes venus au niveau de la mer, quand on parle de quoi et de Ouéda, c'est une question de branche, d'accord. Et quand on connaît l'histoire de Adjaouto, qui est venu jusqu'à la hauteur de la Dansa ou d'Alada aujourd'hui, et après, pour repartir... J'ai parlé du royaume d'Indi, d'accord, de Karim Maman et de Guéné, qui n'ont pas été pris en compte, que le royaume Ouéda n'a pas été pris en compte, alors qu'il y a un travail déjà, d'accord, du département d'histoire qui est disponible. On veut quand même savoir... A-t-il été consulté? C'est sûr, puisqu'il ne fait pas partie de la commission. Et je pense que ceux qui ont travaillé dans la commission sont quand même des experts. C'est ce que je disais en fait. Et il faut tenir compte. Non, ce n'est pas tel que vous étiez en train de le dire. C'est comme si quelqu'un est attaché à quoi que ce soit. Nous essayons de dire les vérités pour que les gens puissent prendre en compte cela. C'est ce que je disais. Dans une localité où, par exemple,
quand on voit, du royaume Rwanda par exemple, c'est documenté, on connaît bien, mais aujourd'hui, le dernier roi, c'était au fond. Malheureusement, on ne les retrouve pas aujourd'hui. Il y a matière à se poser des questions. Et c'est pour ça que je dis que dans l'application de cette loi, il va falloir faire très attention. Justement, c'est ça. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur la question récemment même, où il a dit que, en réalité, le gouvernement même reconnaît en réalité qu'il y a des insuffisances et qu'il y a des royaumes qui n'ont pas été pris en compte. Et en sortant, il disait que ils vont prendre en compte tous les royaumes. Ce qui veut dire que forcément, ils sont en train déjà de repenser à une relecture de cette loi. Sinon, finalement, nous n'allons pas aboutir à des royaumes qui seront mis en place et 2 jours, 3 jours après, les rois vont mourir et on sera obligé, non, les rois vont mourir et on sera obligé encore de chercher encore d'autres rois et ce sera un problème. Nous replongerait dans l'imbroglio du passé. Vouloir contenter tout le monde va nous remettre encore dans ce désordre du passé. Là. Je suis d'accord. Parce que il y a des réalités qui sont veuillez me laisser finir. Oui, allez-y, vous avez la parole. Oui. D'accord. Donc, si on va vouloir contenter tout le monde, ça va revenir au point de départ. Deuxième chose, s'il y a eu des travaux qui ont été effectués avant la mise en place de cette commission, j'ose espérer que la commission qui a travaillé dernièrement, qui a sorti la loi dont nous discutons actuellement, a fait recours à ces travaux dont parlait Dr Boga. J'espère que ça a été fait. Si cela n'a pas été fait, on peut être en droit de dire que le travail a été quelque peu bâclé. Parce que ils ont des raisons peut-être de ne pas faire. C'est un travail formidable, c'est pas bâclé. Aucune humaine n'est pas faite. Ce que j'ose espérer aussi, c'est que comme toute loi est perfectible, même la constitution du Bénin a été revue. Et donc cette loi, si c'est apolémique à un certain niveau, il vaut mieux revoir ça avant même la promulgation. Et calmement, simplement. Parce qu'il ne sert à rien, il ne sert à rien de foncer droit dans le mur, sachant qu'il y a tellement il y a plus de problèmes que de solutions apportées. Donc, il vaut mieux retourner à l'Assemblée nationale, revoir la commission, remettre en place la commission pour que le travail soit refait. Merci, monsieur. On n'est pas en train d'aller dans un changement d'État-nation à un système de royauté. Non. Nous ne sommes pas en monarchie. Nous sommes en train de concevoir un idéal culturel et même pratique pour une destination, d'accord, que nous sommes en train d'espérer. Et il est important de tenir compte de tous les aspects, d'accord, de notre territoire et pour pouvoir permettre à ce que une histoire ne soit oubliée et que le circuit touristique soit véritablement. D'accord, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut remercier le gouvernement pour ce travail qui est fait. Parce que pour la prochaine génération, si on ne règle pas les problèmes maintenant, ça va être un cafouillage total. Donc, il faut régler les problèmes maintenant et il ne faut pas, en tout cas, on ne le fera pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Il faut tenir compte de l'histoire pour maintenant rétablir la vraie royauté au Bénin. Oui, c'est la même chose que je disais. Il faut vraiment que le travail soit vraiment revu s'il le faut. S'il faut repartir à l'Assemblée nationale, il faut le faire avant même la promulgation. Même avant l'Assemblée nationale, repartir une fois encore sur le terrain, et faire le travail. Et si le comité ou la commission qui a été mise en place va être beaucoup plus étoffée par d'autres sachants, il faut le faire. Et s'il faut forcément réintégrer les royaumes qui n'ont pas été pris en compte, alors que leur histoire leur confère ce titre-là, il faut le faire obligatoirement parce qu'on le fait également pour la postérité. Et moi, je me retrouve où, dans la semaine déjà, mon enfant me racontait le titre, en tout cas les dispositions qui sont prévues dans chaque loi, dans chaque royauté par exemple. Ça veut dire que c'est enseigné déjà dans nos écoles. Et donc, il faut qu'on ait une base bien précise, bien assise, pour que cela également soit enseigné à nos enfants. D'accord, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci Christian. Cher monsieur Laurent, merci Marc, merci Bouga et merci à vous Omar. Nous allons donner la parole à un docteur en histoire contemporaine. Il est spécialiste de la traite transatlantique et ses mémoires. Il s'agit de docteur Gédéon Roland Kiki qui répondra donc à une de nos interrogations. Faut-il voir à travers cette loi une certaine politisation d'une institution ancestrale? C'est la question que nous lui avons posée. C'est l'œil de l'expert. Je crois que la réponse est oui. Elle est oui pour plusieurs raisons. En premier lieu, je peux évoquer déjà le fait que cette loi vient, si vous voulez, clarifier les rôles. Autrement dit, elle définit les attributions des chefs traditionnels, tout en évitant bien entendu les chevauchements avec l'administration étatique. Je veux parler des mairies, de la préfecture et autres. En deuxième position, on peut évoquer le fait que ça peut prévenir les conflits, puisque cette loi encadre bien entendu la désignation des chefs traditionnels à travers quand même des critères bien définis, tout en réduisant, si vous voulez, les litiges qui seraient liés aux successions ou aux impostures. Et donc, autre chose, c'est qu'il y aura une intégration juridique de cette chefferie traditionnelle, mais puisque on va assister quand même à une harmonisation avec la Constitution et l'état de droit, bien entendu, et sur les questions notamment de droits humains ou de gestion des terres et autres. À ce niveau, il faut d'ores et déjà évoquer le fait qu'il y aura une reconnaissance officielle de la chefferie traditionnelle, et donc les chefs désormais sont investis, ou si vous voulez, sont validés par l'État, renforçant ainsi leur légitimité, mais au même moment les rendant tout de même redevables aux autorités. En deuxième position, je peux évoquer la hiérarchisation qui s'observe désormais au niveau de la chefferie traditionnelle. Vous allez voir que on parle de royaume, on parle de chefferie supérieure, et en dernier ressort, on parle de chefferie coutumière. Et donc, on observe une hiérarchisation au niveau de la chefferie traditionnelle. Maintenant, le dernier point que je peux évoquer au niveau de cette deuxième question, c'est l'encadrement des compétences. L'encadrement des compétences, c'est-à-dire tout simplement que on observe une limitation de leur pouvoir juridique désormais et l'accent sur leur rôle culturel de médiateur. C'est très important en ce sens que ce qui s'observe sur le terrain aujourd'hui, cette loi vient recadrer beaucoup de choses. On observe cette hiérarchisation là au niveau de la chefferie traditionnelle. Chefferie coutumière, chefferie supérieure et royaume. Qui se retrouve au niveau de chefferie et coutumière, c'est que la chefferie supérieure est au-dessus, au niveau moyen. Les royaumes, naturellement, se retrouvent en haut de l'échelle. Et donc, c'est là où on parle de hiérarchisation même de la chefferie traditionnelle au Bénin. Il y a cette structuration-là historique, qui a été mise en œuvre. Et là, on va plus observer les chevauchements et autres. Et donc, on clarifie les zones d'influence, en fait. Et ça va changer beaucoup de choses au niveau de la gouvernance locale. Parce que les royaumes ou la chefferie traditionnelle pourraient devenir ce qu'on appelle un interlocuteur ou bien des interlocuteurs privilégiés de l'État, bien entendu, au niveau de certains projets, pourquoi pas,
infrastructure, éducation, pourquoi pas. Donc c'est bien possible. Et puis, comme la loi Martelly également, ces chefferies traditionnelles seront sans doute dotées à un moment donné quand même des ressources qui pourront bien entendu leur permettre quand même de participer au développement de leur localité. Et là, on a, c'est pas déjà une cartographie claire de la chefferie traditionnelle au Bénin, ou des royaumes qui pourraient quand même valoriser, si vous voulez, le patrimoine culturel béninois. Et donc, je crois que fondamentalement, c'est aussi une très bonne chose. C'est un acte que cela risque de politiser, si vous voulez, une institution ancestrale en la soumettant à un cadre étatique potentiellement rigide. Et donc, par contre, pour d'autres, c'est que, bon, la législation risque de rigidifier des structures sociales complexes et dynamiques, et de porter atteinte à l'autonomie des communautés locales. Et donc, la réponse dépendra bien entendu de la perspective adoptée et des objectifs visés. Et donc, il est clair que l'absence de cadre légal pouvait engendrer ou engendre déjà, comme on l'observe sur le terrain, des conflits de succession, des chevauchements de compétences et une difficulté à intégrer la chefferie traditionnelle dans le système politique moderne. Donc c'est un peu ça. Une application stricte de cette loi sans une flexibilité pourrait quand même alimenter des résistances, comme ça a été le cas peut-être dans des pays comme le Cameroun ou le Nigeria, où des lois similaires ont parfois exacerbé des clivages ethniques. Et donc, dans ce cas, on va implorer, c'est pas si peut-être c'est des phases pilotes ou bien des zones pilotes qui vont se faire d'abord. Sinon, on ne voudrait quand même pas qu'au lieu que la loi puisse régler un problème, que ça en crée d'autres. Mais cependant, fondamentalement, il est clair que cette loi vient régler beaucoup de choses. Et donc, on aurait aimé que ce soit le modèle ghanéen de chefferie reconnue et de chefferie autonome qui puisse quand même offrir, si vous voulez, un exemple de compromis réussi au niveau de la chefferie traditionnelle au Bénin. Il faut reconnaître que son succès, bien entendu, dépendra de sa flexibilité à incorporer les diversités culturelles tout en renforçant, bien entendu, la cohésion nationale au Bénin. Merci beaucoup. Et ce plateau, un plateau de sachant avec notre invité, Da Djomamousso Bagidi Novillon. Il est chercheur promoteur des valeurs culturelles et endogènes. Bonsoir Da. Bonsoir mon cher ami Christian. Et bienvenue en plateau, ce plateau que je vais conduire avec notre historien Dr Boga Koupaki. Eh bien, l'opinion est partagée entre approbation et indignation au sujet de la réforme introduite par la loi portant un cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Cette loi reconnaît désormais 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Dites-nous, Da Djomamousso, quelle est d'entrée votre appréciation sur cette subdivision intervenue dans la chefferie traditionnelle? D'abord, je vais remercier le gouvernement de la rupture qui a eu quand même l'ingénieuse idée de plonger le Bénin dans des réformes profondes et très intelligentes. D'autre part, je vais inviter le peuple béninois à s'armer de patience et teinter de courage. Et que cette loi qui est venue nous aider à restaurer en quelque sorte la chefferie traditionnelle, il n'y a pas d'œuvre humaine qui ne souffre pas d'imperfection. Alors, partout où nous sommes, nous devons d'abord commencer par avoir des propos d'apaisement, des propos non outrageants. Nous devons cesser les invectives et nous dire qu'une loi
avant son élaboration, d'abord a suivi une étude technique, a été une proposition, un projet. Nous avons vu des lois qui ont été proposées, d'accord, qui n'ont jamais vu de plénière. Nous avons vu aussi des lois qui ont été proposées, qui ont été votées, qui n'ont jamais été promulguées. Nous avons aussi vu des lois qui ont été votées, promulguées et qui ont été par la suite approuvées et remises en cause, et qu'il y aura une perfection. Voilà, et le monde de la chefferie traditionnelle est vraiment content, d'accord, mais nous allons beaucoup plus discuter de contexte et aussi des ressentiments et quelles suggestions et quelles perfections on peut apporter à cela, alors, étant acteur vivant dans le monde de la chefferie traditionnelle. Alors justement, vous avez applaudi, vous avez à travers vos propos accueilli en tout cas l'initiative de cette loi, et je rappelais tantôt qu'on a désormais 16 royaumes, on a 80 chefferies supérieures, on a 10 chefferies traditionnelles. De votre point de vue, quelle appréciation avez-vous de cela? Est-ce qu'on en avait plus ou moins? Bien avant de venir à cela, c'est d'abord de dire que avant la période précoloniale, du moins, notre constitution n'avait pas en elle reconnu la chefferie traditionnelle. Le colonisateur avait vidé la chefferie traditionnelle de notre constitution. Un grand pas a été fait parce que différents gouvernements se sont succédés. Au gouvernement de la rupture, à son avènement, nous avons vu que notre constitution a reconnu la chefferie traditionnelle comme garant des us et coutumes. C'est déjà un grand pas. C'est reconnaître que c'est d'une utilité publique. Et quand c'est d'une utilité publique, donc ça participe au développement et par conséquent peut en quelque sorte émerger du budget national parce que ça contribue à la construction du pays. C'est un premier grand pas. Par ailleurs, il y a eu une gabegie qui est observée au niveau de la chefferie traditionnelle. Et c'est aussi un problème crucial, d'accord, que le gouvernement de la rupture a cherché à mettre en ordre. Bon, j'ai pu constater que en matière de chefferie traditionnelle, il y a des critères qui définissent les royaumes. D'accord. Un royaume, le premier critère d'abord, c'est d'abord avoir une histoire. D'accord. Un territoire et une langue. Alors, mais nous observons au Bénin ici qu'il y a des royaumes qui n'ont pas un territoire limité. Il y a des royaumes dans lesquels on parle plusieurs langues. Il y a des royaumes qui ont pratiquement les mêmes histoires, mais différents royaumes. Mais le problème le plus crucial, en dehors de la réhabilitation et de la restauration de la chefferie traditionnelle dans notre constitution, c'est quoi? C'est le code royal de succession. Parce que j'ai pensé, en analysant que le gouvernement a essayé de régler un problème par les effets, alors qu'on peut régler le problème par les causes. Les causes de la multiplication et de l'anarchie au niveau des royaumes, c'est d'abord les royaumes, pour la plupart du temps, n'ont pas de code royal de succession. Il n'y a pas de code coutumier. Et lorsque on ne dote pas ces royaumes de code royal de succession, alors quand la succession est mal faite, celui qui prétend aussi être roi se retrouve à 50 ou 30 km de l'autre côté et puis érige aussi un royaume, ce qui a favorisé la multiplication des royaumes. Alors, le gouvernement de la rupture a eu à faire quelque chose que nous avons applaudi. Mais nous aurions souhaité, moi particulièrement, j'aurais souhaité que ça aille par étapes. Le gouvernement n'est pas parti directement en constitutionnalisant la chefferie traditionnelle, en votant, à voter en même temps la loi. On a constitutionnalisé la chefferie traditionnelle. Il y a eu un temps d'observation, d'accord. Mais ce qui crée le problème de la gabégie au niveau de la chefferie traditionnelle aurait pu être la seconde étape. Il faut s'approcher des contrées susceptibles d'être au royaume ou au chef coutumier ou les désignations qu'on a menées. C'est un travail scientifique. C'est un travail scientifique qui devait être fait par des enquêteurs, des historiens et les psychologues, tout ça là, pour identifier ces différents lieux-là, les doter d'abord de ce qui crée la gabégie. D'accord. Et quand on aurait réglé ce problème-là, je pense qu'on pourrait venir sur la loi. Vous imaginez, il y a parfois des problèmes que seule une phrase, un mot peut régler, comme une phrase, un mot peut compliquer et qui est aggravé. J'aurais souhaité que pour la première fois qu'on dise que quand on confie un problème aux politiciens, qu'ils ne le multiplient pas, qu'ils servent à régler le problème. Et lorsque vous observez... Est-ce que ça dit que
les royautés, le système d'organisation traditionnelle, vous avez parlé un peu des entités traditionnelles structurées, organisées avant l'avènement de la colonisation, les années 1894. Vous parlez des politiques aujourd'hui. Est-ce à dire que les chefferies traditionnelles ou les responsables des entités ne sont pas des acteurs politiques? Non. Vous savez, la chefferie traditionnelle était le système politique de notre culture, exactement, de nos coutumes. D'accord. Le colonisateur a d'abord fragilisé les vertèbres des pays africains. Lorsqu'on détruit votre système politique, c'est que vous cessez d'interroger vos us et coutumes dans la résolution des différents problèmes que la nature vous impose. Donc on a réhabilité d'abord le génie. Alors, lorsque vous parlez par exemple de... On a quand même constaté que ça n'a jamais cessé, même si les entités ne sont pas totalement impliquées dans la gestion du pouvoir quotidien, ils étaient quand même dans une certaine portion régler des problèmes et avaient toujours une organisation sur place. Bon, vous voyez, ce que nous avons, nous autres, ce que nous reprochons et nous conseillons au gouvernement, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut identifier la cause de ce qui cause la cause de ce qui est. Qu'est-ce qui cause l'anarchie? Un problème a été réglé. La restauration, la réhabilitation. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a amené la gabegie? Il faut un comité technique qui aille, malgré que les royaumes soient identifiés, oui, les chefferies suprêmes soient identifiées. Il faut aller aider ces contrées à rédiger leur code royal, leur code coutumier. D'accord. Et on observe, lorsque vous regardez les états généraux de l'administration coloniale, vous savez, il n'y avait pas 77 communes au Bénin, il n'y avait pas 12 départements au Bénin, il y avait 6 départements au Bénin. Mais c'est à quoi aujourd'hui, quand les gens sont allés à 1894, vous avez dit, c'est à quoi aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous avons remarqué que nous devons restaurer la chefferie traditionnelle, que c'est maintenant que nous sommes sortis de notre léthargie. Non, le colonisateur nous a contraints, d'accord, à ne pas exprimer notre culture, nos us et coutumes, à ne pas les reconnaître légalement. Alors, si nous sommes restés sous le joug colonial, durant tout ce temps-là, cela ne veut pas dire que notre culture n'a pas évolué. Si les réformes au niveau des états généraux de l'administration coloniale sont passées de 6 départements à 12 départements, c'est qu'il y a eu un phénomène humain, il y a un phénomène démographique. Et la recherche d'une compétitivité dans la gouvernance s'impose. Et on s'est dit, alors là, il faut dupliquer pour passer de 12 à 16. Mais contrairement au système de 6 à 12. De chef-lieu de département, contrairement à ça, les questions de chefferie sont antérieures, d'accord, à 1894. Non, justement, notre société a évolué. Ne nous dites pas, moi je crois que ça serait une insulte à nos us et coutumes, à notre culture, de penser que maintenant que nous sommes sortis de notre léthargie, nous nous sommes dit, bon voilà, essayons de réhabiliter, essayons de reconnaître que la chefferie traditionnelle jouait son rôle. Ne dites pas que la chefferie traditionnelle avait cessé d'exister et s'est enquistée. En 1894, elle a continué de s'exprimer. La preuve, tout ce qui concerne nos us et coutumes ont continué d'être exprimés. D'accord. Si aujourd'hui, regardez, il y a des localités, par exemple au Bénin, ces localités n'étaient pas des mairies. D'accord. Elles n'étaient pas des mairies, mais quand le colonisateur est arrivé, ça a évolué avec le temps. De la même manière, au niveau de la chefferie traditionnelle, les états généraux de la chefferie traditionnelle ont évolué. Autre facteur que je voudrais ajouter, lorsque l'État disposant du pouvoir régalien, d'accord, peut chercher à améliorer les états généraux en passant de 6 à 12, il y aura des remous. Il y en a eu en son temps. Justement. Alors, mais les remous, c'est quoi? C'est les marches, c'est les manifestations physiques, c'est des discours à n'en point fini, des débats. D'accord? C'est des manifestations physiques. Et l'État dispose des moyens répressifs, tels que la justice au niveau des tribunaux, la police et la prison, pour faire raison entendre. Mais comprenons que dans le secteur de la chefferie traditionnelle, alors la chefferie traditionnelle a des bretelles spirituelles. Et l'absence de marche, l'absence de discours incendiaires ne veut pas dire l'absence de guerre. Alors, la guerre des choses dans l'ombre. La guerre des choses dans l'ombre, donc c'est un secteur sensible. Exactement. Où, quand on a fini de restaurer la chefferie traditionnelle,
il faut prendre un temps et doter ces chefferies traditionnelles. Exactement, vous parlez de la spiritualité dans le contexte des chefferies traditionnelles. On sait que la règle standard, il peut y avoir de royauté après l'avènement colonial. Dichotomie s'observe. Une dichotomie s'observe. D'abord, nous sommes dans un régime républicain. D'accord. Lorsqu'on parle de république, on ne devait même plus parler de royauté. D'accord. Parce que nous avons continué du moins à nous opprimer, à nous auto-opprimer, parce que nous avons continué du moins à appliquer le brimage de la chefferie traditionnelle. Et quand je disais qu'il y a des mots qui règlent certains problèmes, lorsqu'on fait jurisprudence ou bien on essaie d'observer par-ci, par-là, on constate qu'il y a eu quand même une réhabilitation de la chefferie traditionnelle. Vous savez, le simple fait de dire « vous êtes roi », l'autre est devenu chef, l'autre est devenu chef coutumier, crée déjà un problème. Alors qu'on peut simplement, par exemple, lorsque je vois la stratification des différents, comment on appelle, postes de fonction de la royauté, on aurait pu dire simplement roi de premier degré, roi de deuxième degré, roi de troisième degré, et puis tout le monde se sent roi. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, Christian, permettez-moi, vous m'avez dit tout à l'heure que quand on parle de système de royauté, c'est d'abord une question de territoire, une question d'ethnie, c'est d'abord une question de us et coutumes, c'est également des questions d'entité. Mais dès lors que le royaume n'existe plus. Exactement. Alors, vous voulez parler de quel royaume qui n'existe plus, par exemple? Non, mais je dis, nous sommes dans un pouvoir républicain. Donc le terme roi, si le mot roi s'écrivait tel que vous le voyez dans le dictionnaire Larousse ou Robert, depuis l'Antiquité, il ne contient plus les mêmes réalités. Le colonisateur, non pas selon moi, mais vous voyez le fait, mais avant le roi, c'est le souverain. Il dispose du pouvoir judiciaire, du pouvoir économique, et pratiquement le pouvoir de vie sur tout le monde. Mais aujourd'hui, le colonisateur l'a dépouillé de ses attributs. D'accord. Et si nous voulons réhabiliter, je crois que le gouvernement de la République a pu faire quelque chose. Quand j'ai lu au travers la loi, j'ai constaté qu'on a voulu aujourd'hui consacrer la chefferie traditionnelle, du moins à garantir les us et coutumes. D'accord. Mais à militer pour la paix, à travailler pour la paix. Exactement. C'est une nouvelle orientation. En écartant des entités qui ont existé, documentées, est-ce que cela milite véritablement à la paix dont vous êtes en train de parler? Oui, je crois. Si on ferme la chefferie traditionnelle, si la chefferie traditionnelle cesse de s'exprimer, je crois que les tribunaux seront vraiment saturés. Non, je parle des entités qui ont existé, d'accord, que tout le monde connaît, et qu'aujourd'hui, que la loi n'a pas pris en compte. Non, quand vous parlez des entités qui ont existé, je parle de royauté. C'est là l'aberration. Et cette aberration, je continue de vous expliquer que c'est l'administration coloniale qui est en train de réformer aujourd'hui sans le besoin et l'utilité en elle qu'elle est passée de 6 à 12 dans le souci de rechercher la compétitivité, parce que dans les jours à venir, on est en train de constater que Godomain peut devenir... Mais je vous explique que ce n'est pas les mêmes choses à comparer. Non, c'est la même chose à comparer parce que si aujourd'hui on estime que notre système politique, qui est la chefferie traditionnelle, qui jouait ce rôle entre-temps, on veut lui donner une responsabilité aujourd'hui. Cette responsabilité, elle va la jouer en fonction de sa compétence de territoire et de mouvement démographique. Alors, si aujourd'hui, regardez, le Bénin, tout le Bénin était Daobé avant. Mais pourquoi il y a eu morcellement? S'il y a eu morcellement, c'est que le désir qu'il y ait morcellement s'est exprimé. Oui, tout le Bénin était Dahomey, mais le roi du Dahomey n'exerçait pas sa compétence à Kétou, n'exerçait pas sa compétence dans le royaume de Parakou, de Niki, de Tado, etc. Mais qui vous a dit ça? C'est ce que vous devez savoir. Justement, non, ce n'est pas question de savoir. Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous prenez le petit Rwanda et le grand Zaïre, d'accord, mais ils se discutent des territoires, non? Mais l'absence d'expression physique de reconquérir son territoire ne veut pas dire que le territoire ne vous appartient pas. Le royaume d'Abomey, d'accord, qui était Dahomey, d'accord, continue de se voir comme propriétaire de tout le Bénin. D'accord, et que les autres royaumes ont émané du royaume d'Abomey. Et chacun a pris son autonomie. Bon, je vous donne un exemple, par exemple. Regardez, on ne va pas me dire que j'ai spécifié parce que tout le monde sait que je suis de la coloration de Savalou et d'Agoni. Ah, moi je ne le savais pas. Avant, Zanyanando, Agoni Kwebo était la seule mairie
Mais plus tard, l'administration coloniale a estimé que Kové va devenir mairie et Mouékri va devenir mairie. De la même manière, le système au niveau de la chefferie traditionnelle a évolué. Et quand ça a évolué, il faut l'adapter aux réalités actuelles. Ce n'est pas la réduire. Bon, moi, je pense que le politique, parce que les cadres techniques ont fini de faire leur travail. Maintenant, il revient aux politiciens de voir si ce qui est fait s'inscrit parfaitement dans la politique nationale de développement. Alors justement, au regard du contenu de cette loi, avec toutes les dispositions qui sont prises, est-ce que vous pensez que nous avançons, ou que nous avons régressé, ou que nous avons avancé, ou bien que nous stagnons justement en utilisant des mots, des expressions? Vous savez, nous avons fait un pas. Une loi ne révèle ses failles et faiblesses et sa caducité, et elle n'est frappée de désuétude que lorsqu'elle est mise en application. Une boisson ne saoule que lorsqu'on la consomme. Mais nous prévoyons déjà, nous devons être un visionnaire pour dire qu'il faut régler les problèmes par les causes et non pas les effets. Moi, je retiens ces deux choses-là. Et une deuxième chose qui est prépondérante, qui est cruciale, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui a amené la multiplication du nombre de rois? Si le gouvernement allait tenir compte de tous ceux qui disent qu'ils veulent être rois, peut-être que nous aurons 16 plus 80 royaumes. D'accord. Ce qui a causé ça, c'est l'absence d'abord du code royal de succession, ensuite du code coutumier. Et il faut rapidement faire ces documents-là parce que dans l'expression de notre culture, des us et coutumes, qui sera gérée par ces différentes entités que vous voulez de citer, il y aura des conflits. Mais lorsque quelqu'un veut exercer ses us et coutumes, et ça empiète sur, comment on appelle, la liberté publique de l'autre, alors quel est le document que les tribunaux vont utiliser pour statuer? Donc, il faut régler le problème par les racines. Lorsqu'on vient par exemple dans un royaume comme Savalou, d'accord, on doit pouvoir rédiger le code coutumier pour savoir qu'il y a des vaudous qui sont ici, on ne les gifle pas. D'accord. Ah, la succession, ça se passe comme ceci ou comme cela. Justement, en parlant de la succession, on a vu au niveau des royaumes comment ça a été énuméré dans le document. Quand on prend chaque royaume avec ses spécificités. Non, moi, vous êtes en train de parler de ce qui est superficiel. De façon générale, oui. D'accord. Oui. Moi, je souhaiterais que le gouvernement s'implique par les cadres techniques qui ont fait ce travail, qui est une bonne élaboration théorique, parce que ce n'est pas encore pratiqué, ce n'est pas encore promulgué, puisse s'investir du même pouvoir, que le chef de l'État les mandate encore pour aller aider ces chefferies coutumières, ces chefferies supérieures ou ces royaumes à mettre en place les documents que le pouvoir judiciaire peut exploiter demain. Parce que de la royauté, la tradition, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je viens de vous le dire en vous disant que si le colonisateur a pu faire ses réformes et a pu faire ses états généraux, est passé de 20 communes à 77 communes ou bien passé de 6 départements à 12 départements, c'est qu'il dispose des moyens régaliens pour restaurer, pour imposer ça. Mais ici, de quels moyens dispose le gouvernement, d'accord, pour faire adopter ça dans l'ombre, sachant bien que les us et coutumes n'ont pas un document de vérification. Comment vous pouvez vérifier si quelqu'un a été attaqué par un sorcier? Nous sommes tous béninois. Non, justement, il n'y a pas de document. Nous sommes béninois. Il n'y a pas de document. Et lorsque un roi, par exemple, convoque quelqu'un dans son royaume pour dire que bon, on le traite de sorcier là, c'est coutumier. Oui. D'accord. Ou bien tel a envoyé tel beau ou vaudou contre telle personne, a violé les lois, c'est ça là. Mais le procureur, lui, va statuer sur quoi? C'est ça le problème. Et c'est pourquoi j'ai dit l'absence de grogne ou l'absence de marche ou l'absence de soulèvement ne signifie pas qu'il n'y a pas état de révolte. D'accord. Mais la chefferie traditionnelle a des bretelles et ces bretelles sont occultes. Ces bretelles sont spirituelles et l'expression, ouais, aujourd'hui, nos us et coutumes n'ont jamais disparu. Allez quelque part là où on peut mettre des ordures, d'accord, et écrivez, ne jetez jamais d'ordures ici. Vous allez voir, les gens vont continuer de jeter les ordures.
Mais il suffit d'écrire là seulement, mettre un bidon là et mettre « Nous avons besoin d'urine humaine pour faire des rituels ». Vous ne verrez plus personne là. Ça veut dire qu'il y a une force spirituelle que les gens continuent de craindre. Et c'est de cette force spirituelle qu'il s'agit. Et c'est de dire que oui, vous venez de tuer telle personne. Les coutumes disposent de moyens, par exemple, pour que celui qui est... le réveil, tout ça là. Le pouvoir du colonisateur dispose de quels moyens pour quadriller tout ça. Voilà. Alors, Djamamousso Bagidi Novion, finalement, quelles sont véritablement vos attentes? Bon, moi, j'aurais souhaité, si ça ne tenait qu'à moi, voilà, que vraiment, d'abord, tous les rois du Bénin ou les chefs suprêmes du Bénin, si c'est adopté, parce que tout ça là, c'est un abus de langage, parce que tant que la loi n'est pas encore promulguée, alors elle reste à l'état de brouillon. D'accord. Je souhaiterais que les gens, d'abord, félicitent le président qui a eu le courage, d'abord au niveau des états généraux, de l'administration coloniale, à passer de 6 départements à 12 départements, ce que les autres régimes n'ont pas pu faire. D'accord. C'est aussi audacieux, parce qu'un régime qui sort des actes du genre, c'est au prix parfois de l'électorat, au prix parfois de la popularité, parce qu'il y a souvent des grincements dedans. D'accord. Mais si nous devons suivre ces enquiquinements, ces râlements, si nous devons suivre ces frustrations-là, nous n'irons pas au développement. Mais j'aurais souhaité que cette réforme-là, dans son élaboration, qu'il n'y ait pas que des historiens, qu'il y ait aussi ceux qui sont appelés rois aujourd'hui. Et j'aurais souhaité, un peu comme jurisprudence, qu'on se compare à d'autres localités qui existent. Parce que quand vous dites que vous êtes roi, c'est quelle dichotomie ça? Dans une république. Au Maroc, il y a combien de rois? Il n'y a qu'un seul roi. Alors, dans les pays qui sont à côté de nous ici, et d'abord le thème roi, il faut changer même ce thème-là. Vous proposez quoi? Non, mais on peut dire à François Oba, non? Mais pourquoi on va utiliser toujours la terminologie du colonisateur? Non, mais juste là, nous sommes dans la compréhension du colonisateur, nous avons encore les langues. Si l'ambition du président Patrice Talon n'est pas de venir. Si je lis dans ses intentions, un peu comme on lit dans les intentions d'un héros, d'un roman, son intention n'est pas de venir moderniser la chefferie traditionnelle et les us et coutumes. Exactement. Mais de venir retrouver un cadre juridique qui l'encadre et qui la réoriente vers, comment on appelle, la promotion de la paix. J'aimerais avoir une réaction de... Et ce sera très rapidement, parce que c'est la fin. Si à l'arrivée, vous avez constaté que le royaume de Savalou ne figurait pas dans les royaumes, quelle serait votre réaction? Mais je dis ça là, c'est la volonté politique. J'ai dit, les techniciens ont fini de faire le travail. Lorsque vous regardez par exemple en matière d'état généraux de la chefferie traditionnelle, le département des collines, il y a 3 rois. D'accord. Dassa, Savè, Savalou. Même vous comprenez, Savè et Savalou, c'est des royaumes qui ont pratiquement les mêmes patois, les mêmes langues. D'accord, une ressemblance linguistique. Il y a un constant linguistique qui se retrouve là. Bon, vous prenez tout le département des Zou, qui est plus grand, d'accord aussi, et vaste, et qui historiquement, bon, c'est un seul, comment on appelle, un seul royaume, un peu comme partout. Grand trône n'est pas grand roi. Je voudrais inviter tous ceux qui étaient rois, si la loi arrivait à être promulguée, tous ceux qui étaient rois et qui sont devenus chefferies traditionnelles, ceux qui sont devenus chefferies coutumières, à comprendre que grand trône n'est pas grand roi. Le Zaïre a été aussi grand, devenant République démocratique du Congo, mais craint le Rwanda. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas les titres. Ce sont les hommes qui font les choses et non les choses qui font les hommes. Ouais. Merci. Ce n'est pas parce que vous êtes royaume, d'accord, que vous avez plus de rôle à jouer, plus d'utilité, que vous êtes beaucoup plus épanoui, d'accord, et que ceux qui pourraient être stigmatisés, du moins, se disent, mais c'est pas qu'est-ce que la nation a pu faire de moi, mais qu'est-ce que j'ai pu faire en matière d'animation de la vie au niveau de la chefferie traditionnelle, j'ai pu apporter à ma nation. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous, Djamamousso Bagidi Novion. Merci de votre présence en plateau. Je rappelle que vous êtes chercheur promoteur de valeurs culturelles et endogènes. Merci. N'oubliez pas d'ajouter écrivain. Écrivain, justement. Ah oui, ça c'est un autre aspect que... Bon, en tout cas, on ne va pas passer au service commercial. Merci Christian. Il est quand même important de faire la part entre royauté, chefferie et chef coutumier. C'est très important. Merci beaucoup, Dr Boga Koupaki. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes non seulement ça, historien. Tout cela c'est chefferie. Hein. Oui. D'accord. Lorsqu'on parle de chefferie,
et on parle de royauté. Mais la royauté est aussi chefferie. Justement. D'accord. Et quand on parle de chefferie suprême, bon, j'ai tendance à croire qu'on dirait que les chefs suprêmes sont devenus au-dessus des rois. Je pense que c'est un débat. Si on peut voir cette nomenclature, ça serait bien. D'accord. Refermons ce grand rendez-vous. Merci à chacun et à tous. Bonsoir chez vous.